Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, le deuxième numéro de la semaine. Nous sommes heureux de vous retrouver à ce matin, bien sûr, et nous vous donnerons 8 idées des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi à matin. Oui, aujourd'hui c'est mardi 15 octobre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, on vous donnera bien sûr une idée des journaux qui sont dans les kiosques. On sera au téléphone avec une ou deux rédactions si tout marche bien. En tout cas, Actu Express et Isidora Color seront eux au téléphone avec nous tout à l'heure. Et dans la troisième partie de la matinale, notre invité à ce matin, c'est Jonas Siliadin, le nouveau président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec l'hebdomadaire Le Médium. Le confrère parle politique manière DMPI, du ridicule au laconique, écrit donc notre confrère. Vous lirez donc l'article dans le journal Le Médium, dans les kiosques ce matin. Il y a d'autres sujets également que vous pouvez lire dans le journal, notamment 50 ans de l'Union postale universelle au Togo, nécessité de reconnaître à la ville d'Anero sa primauté en matière de la poste puis de la télécommunication. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal Le Médium, dans les kiosques ce matin. Il y a Eco Finance, le quotidien, qui est aussi dans les kiosques. UEMOA, la production industrielle en hausse de 5,1% en juillet 2024. L'article est à lire dans le journal. Un autre sujet, Africa SME Champions Forum. Le président de la BADEA sonne la cloche de la BRVM. Le journal en parle aussi. Et puis, institutions professionnelles des diplômés reçoivent des kits de démarrage dans le cloto. L'article est à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Le journal Le Rendez-vous de retour dans les kiosques ce matin. Menace contre des journalistes et des victimes. OAPEC toujours dangereuse malgré son patron Seiram Yaout était en prison. Eh bien, l'article est donc à lire dans le journal d'Abi Alpha sur plusieurs pages. Je vous en prie, sur 5 pages.
page 3, 5, 10, 11 et 16 du journal Le Rendez-vous dans le kiosque ce matin. Ça voudra dire que c'est un vrai problème, cette affaire-là. Vous avez l'article dans le journal. Diplomatie, AES Togo, discours de Tikpi Salifou Achadam, le confrère relaisse là, et puis Madame Oulou Mohamed de Kpalimé, le pharaon des temps modernes. On lira donc l'article dans le journal. Et puis, État togolais, un parent désigné face aux incendies en série des marchés. Pour mieux comprendre le sujet, je vous invite donc à lire l'article dans le journal Le Rendez-vous dans le kiosque ce mardi matin. Et notre première rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Actu Express et nous accueillons Isidore Sassou-Akola. Bonjour Isidore. Bonjour Saint-Éric Gator. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Et vous parlez, sinon vous revenez sur le Togo que vous qualifiez de pays de paix et de violence. Le vrai visage de la démocratie à la togolaise mise à nu, c'est ce que vous écrivez ce matin Isidore. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'abord, je salue notre confrère Abi Alpha pour son retour. C'est vrai. Si tu viens de l'annoncer. Oui. Non, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas se taire. Hein. Moi, j'en ai consacré 3 pages. La page 4, 6 et 7. Oui. De mon journal. Mm-hmm. Le moins qu'on puisse dire, c'est ça. Le 29 septembre restera gravé dans la mémoire des Togolais comme un dimanche, pas comme les autres. Les profondeurs de la liberté d'expression ont encore ouvert une page noire dans l'annale du laborieux chantier de démocratisation au Togo. Cette fois-ci, ils ont franchi le Rubicon en s'en prenant non seulement aux journalistes, mais également à un député de la CEDEAO et une responsable de parti politique à son siège. Nous avons ressassé, juste l'histoire de mémoire pour garder la mémoire, pour que les gens n'oublient pas. Les écrits restent, les paroles s'envolent, dit-on. Donc, les réactions à chaud du professeur David Osset et les témoignages même de la victime Guy Marius Sagan, oui. qui a été molesté. Quelle est la réaction de nos autorités? Vous avez suivi notre ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement sur les antennes BBC, RFI et autres. C'était un déni total. Quid de la police nationale qui n'arrive même pas à situer le lieu du drame. Chapeau à la CMDH qui au moins a dit qu'elle a des éléments qu'elle va verser auprès du procureur de la République pour enquête. Mais jusqu'à présent, rien n'est dit. C'est basta. Personne n'en parle. Même les enquêtes qu'on a dit lancer, on n'entend plus rien. Suite à cela, il y a eu des avalanches de condamnations et indignations, en commençant par le patron de la presse togolaise, qui s'est indigné de l'attaque perpétrée sur les journalistes. Le CACIT est monté au créneau. L'ANC a même demandé la démission du ministre de la Sécurité, de même que celle de Madame Memounatou, qui est la présidente du Parlement de la CEDEAO, pour non-assistance en personne en danger. La DMP est sortie de sa torpeur. Tout dernièrement, c'est le 9 octobre. Donc, on a relevé tous ces éléments pour que ça ne se reproduise plus.
D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc l'article à la page 4, 6 et 7 de votre journal. Député et journaliste violentés, caméra et enregistreur détruits. Bienvenue dans la 5e République togolaise, écrivez-vous ce matin. Vous revenez également sur cette affaire du riz avarié, des Togolais à l'assaut du riz avarié sur un dépotoir. Monsieur le Président, nous avons faim. C'est le message clairement? C'est le message qu'on doit donner au premier des Togolais, le président Faure Gnassingbé. Peut-être qu'il n'est pas au courant, mais on lui dit tout simplement que nous avons faim. Qu'il sache que nous avons faim. C'est au niveau des dépotoirs de la périphérie. Je peux vous garantir que même si c'est au grand marché de Lomé, les gens vont ramasser ça. Nous avons faim. Monsieur le Président, pardon, nous avons faim. Et depuis là, une enquête, on dit qu'on va ouvrir une enquête, et tu as vu, c'est avec P7 ou sur quel adjectif utiliser, 3 ministères qui ont su que c'est la brasserie du Bénin qui a été allée déverser des riz impropres à la consommation, mais n'ont pas eu la présence d'esprit de l'indiquer. Il a fallu que les journalistes entrent dans la danse avant que la brasserie du Bénin ne reconnaisse sa forfaiture. Mais jusqu'à présent, elle est nullement inquiétée. Sous dossier, cette entreprise-là devait être bien sanctionnée. Et tout le monde saura la sanction qui lui est réservée pour que d'autres entreprises ne le fassent plus. Mais aux nouvelles, aux mauvaises explications nous ont permis de reconnaître que, enfin, de savoir que c'est une vieille pratique de la brasserie du Bénin qui vient mélanger les riz avariés avec les déchets du dépotoir après les envoyer sur un autre site. Quelle est cette pratique-là? Tout le monde sait que pour détruire un riz ou un céréal, il faut s'adresser au service phytosanitaire. Ce n'est pas après avoir commis l'erreur ou le crime qui vont prendre un communiqué disant que dorénavant, ça ne va plus se répéter. Et le stock qui reste. C'est la question. Qui reste, oui, c'est la grande question. Qui reste dans leur magasin? Est-ce qu'ils vont préparer les bières avec ça? C'est la grande question que nous nous posons. Monsieur le Président, nous avons faim. L'article donc à lire dans votre journal Actu Express dans le kiosque ce matin. Vous parlez également de la cybersécurité. L'ANSSI qui dévoile sa stratégie nationale 2024-2028. Qu'est-ce qu'on doit savoir de cette stratégie-là aujourd'hui, Isidore? Cette stratégie, c'est le plan stratégique national qui repose sur 4 piliers. La promotion d'une culture de la cybersécurité des populations et le développement des compétences techniques nationales. Bon, c'est un jargon que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Oui. Mais en termes, en français facile, c'est qu'ils vont former toutes les couches socio-professionnelles, y compris les journalistes. Oui. Nous, les journalistes, à mieux cerner la cybercriminalité. D'accord. Le second pilier, c'est la promotion de la sécurité des systèmes d'information, de l'administration des opérateurs et de services essentiels et de l'économie numérique. Ça, c'est les vrais efforts qu'ils vont outiller pour détecter le plus tôt possible. D'accord. Les attaques. OK. Et renforcer, le troisième pilier, c'est le renforcement du système de réponse aux incidents de cybersécurité. Donc, les attaques, ceux qui sont les hackers, comme on les appelle,
seront traqués rapidement. Ok. Le quatrième pilier, c'est le renforcement des mécanismes de poursuite des crimes et des délits de cybersécurité. Et la nouveauté, c'est que pour ce qui se passait auparavant, ou quand il y a une attaque de cybercriminalité, il y a 3 entités qui s'en chargent. Il y a la police nationale, la gendarmerie nationale et l'ANSSI, l'Agence nationale pour la cybersécurité. Oui. Aujourd'hui, tous cela vont se fondre en une seule entité pour plus de célérité, d'efficacité et la réduction des coûts. D'accord. Très bien. Ben écoutez, on lira tous ces sujets-là et d'autres encore dans votre journal Actu Express dans les kiosques ce matin. Vous n'avez pas parlé des éperviers, hein, Isidore? Oh, il vaut mieux, il ne faut pas que ça. Non. D'accord. Je n'ai pas voulu en parler parce que ça en est de trop. Et même s'ils ont livré un match héroïque, c'est un match héroïque parce que sans les résultats, moi je ne suis pas encore satisfait. On peut faire des statistiques, des acrobaties pour dire que bon, ça peut y aller, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. D'accord. Et nous attendons. D'accord. On en reparlera un peu plus tard. Merci beaucoup Isidore Akolor et passez une excellente journée. Merci à toi aussi et on va à l'info de la 7e heure. Merci, j'ai bien envie de vous raccompagner avec un morceau, un old school, mais ce qu'on me propose c'est autre chose. Bon, on va prendre ça comme ça, c'est un morceau de Madame Abitor et les VVD. Je ne sais pas si vous connaissez ça parce que moi j'ai aucune idée là-dessus. Mais Abitor. Oui, Madame Abitor, je crois. Le pasteur? C'est le pasteur, oui. En gros, le morceau dit que peu importe les problèmes, comme le problème des éperviers, d'accord? Peu importe les tribulations, je ferai tout ce que tu demandes de moi. Voilà. Voilà. C'est pour vous accompagner, Isidore. Merci et passez une excellente journée. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Alors, Madame Abitor sur la radio Taxi FM Lomé, nous poursuivons la revue de presse avec le journal Le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Le confrère parle des grands dépassements dans les dépenses de personnel. Évaluation difficile pour la Cour des comptes. Vous lirez donc l'article dans le journal. Il y a d'autres sujets que vous pouvez lire toujours dans le journal sur la cybersécurité. On vient d'en parler avec Isidore Akolor, les responsables des PME, PMI sensibilisés. Il y a un sujet également sur le plan de développement des filières café-cacao du Togo que vous pouvez lire dans le journal. Le confrère parle également de la télécommunication, de la consommation, de l'économie, du Parlement et des médias. Vous savez que la dernière fois, l'Assemblée nationale a réuni les journalistes pour les former de la manière dont ils doivent traiter les informations parlementaires et les rendre donc à la disposition de l'opinion. Écoutez, le confrère revient aussi sur le sujet. On parle également de la santé avec Octobre Rose. Tout ça, c'est à lire dans le journal L'Union pour la Patrie, dans les kiosques ce matin. On en profite pour saluer notre confrère Eric Johnson, le patron de ce journal. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Vision d'Afrique. Madame Damtien
Tchentchibidja, je crois que c'est son nom, j'ai bien prononcé, qui exhorte la CEDEAO à se réapproprier donc son narratif et à renforcer son influence sur la scène régionale. Les détails donc à lire dans le journal Vision d'Afrique dans les kiosques ce matin. Un reportage parlementaire éclairé et rigoureux. L'Assemblée nationale du Togo forme les journalistes, voilà, j'en parlais à l'instant, et puis éclat et ferveur culturelle au cœur de la COSA, sentinelle internationale des Kabiyé au nord, les artistes à travers Kiena Africa Award 2024. Les détails donc à lire dans le journal Vision d'Afrique. Alors, je vais récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce mardi. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous ici en studio, vous avez, outre Vision d'Afrique, il y a le journal Le Médium, Actu Express, vous avez Ecofinance qui est aussi dans les kiosques ce matin, il y a le journal Le Rendez-vous et puis l'Union pour la Patrie. Il est 7h30 dans quelques secondes. Voilà, 7h30 pile sur la radio. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tire en haleine, en famille ou entre amis, avec Francis Daillé. À la gare routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, voir. Nyagbloi Krio Francis Daye Liang Fude Yeyi Yame Nyajojonu So Jora Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye du Kome Nyajojo Le Vegbeme Amekwepewo Adam Dolawo Ena Ndime Nupopo Le Jijifo Nus Mosiadi Nyagbloi enye wonasi apopumi le pomeme alo le mia hono odome bakle mia novi Francis Daye le Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi. Taxi Média Show, deuxième marche. Il est 7h32 sur la radio Taxi FM à Lomé, notre deuxième marche et notre invité maintenant. Taxi Média Show, 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher. Notre invité à ce matin, comme annoncé, c'est Jonas Siliadin, le nouveau président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD. Et quand on dit MPDD, on peut aussi penser à Gabriel Messan Agbeyomi Kodjo. Monsieur Jonas Siliadin, bonjour. Bonjour, monsieur Gato. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez aussi de nous adresser à vos fidèles auditeurs que je salue. Vous êtes jeune. Et quand on est jeune, on aime forcément pratiquer une activité sportive et j'imagine que vous aimez le football. Plus beaucoup maintenant. J'ai aimé le football il y a très très longtemps, enfin dans les années passées. Maintenant, je n'ai plus le temps de suivre. C'est plutôt mes jeunes enfants qui suivent. Donc, bon, je suis un peu de loin. De loin. Vous... Je sais pas, bon, vous n'avez pas suivi le match des Éperviers hier. Pas directement, mais j'ai entendu les échos. Oui. Nous avons été battus à l'aller par 5-1. Et hier, on espérait un sursaut d'orgueil. Mais bon, de l'analyse des journalistes, il y a eu des choix qui ont été faits, des choix tactiques, et qu'il y a eu plus d'offres. Mais que c'est la finalisation qui a pêché. Et on a encore pris un but. Oui.
Et le sélectionneur Nimbombe Daré se promet de pouvoir réagir au Libéria et que c'est prenable. On a encore 6 points qui sont possibles à prendre, donc on espère. Nous sommes tous derrière les éperviers. Il faut qu'ils nous montrent un nouveau football. Et puis j'ai connu Nimbombe Daré quand il était joueur. C'est quelqu'un de très rigoureux, de très méthodique, et l'analyse que lui-même il a faite de la rencontre après rassure. Alors, moi, on vous a appelé ce matin pour parler de votre formation politique. On vous connaissait très proche de Gabriela Guillaume Kodjo. Ce que j'ai envie de savoir, d'abord, pour démarrer, est-ce que vous avez fait le deuil? Non, pas encore. Ça va prendre encore beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps parce que le président Kodjo a toujours été là, moi, dans ma vie politique. Et je n'ai pas, par naïveté, envisagé ma carrière sans lui, non pas parce qu'il doit être présent toujours à mes côtés ou me chaperonner, mais sans l'avoir quelque part où je peux aller le voir, le saluer, discuter avec lui, voilà. Et aussi, comme il était relativement jeune, il est décédé dans sa 70e année, on a toujours cette faiblesse de croire que nos aînés, nos parents seront toujours là. Oui. Moi, je le voyais à Nanaimo, enfin pas Nanaimo, à la Villa de la Renaissance. La Villa de la Renaissance, c'est sa maison à Tokli, où on avait l'habitude de passer nos week-ends dans les années 90, finissant et 2000 débutants. Et je me rêvais aller le voir, comme on va voir un aîné, lui ramener quelques petits présents et puis refaire l'histoire. Et sa mort nous a cueillis à froid, et surtout les circonstances. Si bien que j'ai du mal, et nous avons du mal, je pense tout le monde dans son entourage, et particulièrement moi, j'ai du mal à passer à autre chose pour le moment. Et quand on va continuer pour un temps, peut-être pour un bon bout de temps, à assimiler le MPDD à Guillaume Kodjo, est-ce que ça vous gênerait, vous, le nouveau président élu? Au contraire. Non, au contraire. C'est plutôt une bonne chose que notre parti continue à profiter de l'aura d'un homme de sa dimension. Moi, je ne peux pas incarner ce que Kodjo a incarné jusqu'ici. Peut-être dans l'avenir, on verra, mais aujourd'hui, non. Et non, au contraire, il m'aide beaucoup, et je l'ai dit au Congrès. En plus de Dieu, de ses anges et des manes de nos ancêtres, nous avons un président là-haut. Donc le MPDD est dirigé par deux présidents. Un président qui est là-haut et un président qui est ici. Ah, c'est comme ça qu'on peut comprendre la chose aujourd'hui. C'est ce que je dis pour me donner du courage, pour me rassurer aussi que je ne suis pas seul à la barre. Vous ne marchez pas seul? Non. Justement, nous ne marchons pas seul, et c'est très symbolique ça. Et je sais que les morts ne partent pas définitivement. J'ai perdu mes 2 parents, mais je sens toujours leur présence dans ma vie. Et je crois que le président Kodjo, comme tous les morts, et selon ma croyance, sont là. Et donc, il sait ce qu'on fait, il nous voit, et il saura nous conseiller, nous inspirer, nous aider. Alors, depuis ce drame pour votre parti politique, la disparition de Gabriela Guillaume Kodjo le 3 mars passé, il s'est passé tellement de choses par rapport donc au MPDD qui était donc dans une dynamique de mouvement. Est-ce que vous avez soutenu Guillaume dans cette posture-là jusqu'à son décès? Personnellement, vous voulez dire, en tant que deuxième vice-président, je dois dire la vérité. Oui, bien sûr, on est là pour dire la vérité. Je l'ai soutenu au départ, parce que quand nous avons la conviction que nous avons gagné l'élection, ou en tout cas le sentiment très fort que nous sommes les vainqueurs, il était tout à fait évident qu'il pose le problème. C'est un rapport de force. Mais vers la fin, je pense qu'on aurait dû faire l'effort de sortir par une solution politique plutôt que de rester dans le problème. En fait, on pose un problème pour le solutionner d'une manière ou d'une autre. Il vaut mieux une solution pas tout à fait parfaite qu'un problème qui n'a pas d'issue. Et ça vous a gêné? Vous avez pris vos distances? Non, pas de distance, parce que vous savez, c'est ça aussi l'amitié. On se dit les choses clairement, mais en même temps, nous sommes en politique. C'était lui le président. Oui. Il incarnait tout le parti, et nous devions faire bloc derrière lui, avec les nuances, avec les différences, et on le lui dit. Mais
on comprend aussi sa posture. Il a dit quelque chose et il a été cohérent jusqu'au bout. Et c'est ce qui me marque aussi, sa dernière phrase au Togo avant de partir. Il dit, jusqu'à la fin de ma vie, personne ne m'enlèvera la conviction que c'est moi qui ai gagné l'élection de février 2020. Bon, c'est ce qu'il a dit. Et donc, on arrive à quelque chose où il y a du personnel et du profondément ressenti dans la question. Nous, notre limite, ça va être de lui donner des éléments factuels, des conseils, mais nous ne pourrons pas entrer dans sa conviction et transformer forcément sa conviction. Et il y a toujours des gens dans votre parti qui quand même continuent par être de son côté. Comment est-ce que vous allez arriver à pouvoir gérer ça? Qui sont profondément convaincus que l'élection, vous l'avez dit, de 2020 a été gagnée par Guillaume Kodjo. Alors, moi j'aime bien le théâtre. J'ai joué au théâtre quand j'étais jeune, j'ai écrit des pièces de théâtre. Enfin, j'en ai publié une, mais j'en ai écrit beaucoup. Et chez Shakespeare, il y a un concept très important, c'est la jouabilité de la vérité. Vous pouvez avoir raison, vous pouvez avoir la vérité avec vous. Si vous n'avez pas les moyens de la faire advenir, de la faire jouer, elle ne compte pas vraiment finalement. Même si c'est douloureux. L'histoire est faite de la jouabilité. C'est les faits joués, les faits advenus qui restent, malheureusement. Et ça, c'est douloureux à l'entendre. Mais la politique, elle est faite comme ça. Elle est faite comme ça. Le champ politique est fait comme ça. Tout ce que vous pouvez vouloir, vous devez avoir les moyens de le faire advenir. Si vous le voulez, que vous l'établissez d'une manière ou d'une autre, mais que vous n'arrivez pas à la faire jouer, à un moment donné, il faut balancer. Voir qu'est-ce que je peux encore sauver, qu'est-ce qui est encore jouable ou pas. Malheureusement pour nous tous, le président Kodjo, le premier ministre Kodjo n'est plus là aujourd'hui. Oui. Si nous continuons le combat et que par l'hypothèse, on nous dit, bon, ok, finalement, on a recompté, on a regardé certaines choses, finalement, c'est vous qui aviez gagné. Venez, on va mettre qui à la présidence? Parce que l'élection présidentielle, c'est une personne. C'est pas comme une seule. Oui. C'est même pas comme la députation où il y a un principal et un suppléant. Donc il n'y a pas de suppléant. Donc on remettrait ça à qui? Donc notre vérité n'a pas pu être jouée de son vivant. C'est fini. Elle ne peut pas être jouée après sa mort. Est-ce que vous avez vous aussi encore la conviction que c'était lui qui a gagné en 2020? Je vous en prie, passons à autre chose parce que vous voyez, le problème de la politique, c'est que si vous ne faites pas attention, le passé est pollué et embrigadé par le présent, est embrigadé par le passé. Or, aujourd'hui, je voudrais qu'on ouvre une nouvelle séquence, sincèrement. Une nouvelle séquence. Vous avez parlé tout à l'heure d'une solution politique qui aurait pu ou aurait dû être mise sur la table. Ça va être votre engagement pour la suite quand maintenant vous prenez la direction du parti, négocier, chercher des solutions. Négocier. Oui, ça fait partie de la donne. Ça fait partie de la donne, mais ma préoccupation majeure, ce n'est pas d'aller commander quoi que ce soit, ni réclamer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais ça fait partie de la donne. C'est-à-dire que si à un moment donné, nous nous retrouvons devant un problème, moi je choisis souvent la voie de la négociation. J'essaie toujours de proposer une sortie. C'est ma conviction, c'est comme ça que moi je vois la politique, c'est plus une forme de jeu, d'esprit, de confrontation d'esprit, de proposition et de recherche de compromis, plutôt que d'aller immédiatement et systématiquement vers un bras de fer. Ça ne veut pas dire que je l'exclus. Il y a des moments dans la vie où même le plus calme de nos frères, de nos sœurs, on l'entend prendre des positions, on dit wow, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un tigre qui sommeille dans chacun d'entre nous. Voilà, absolument. Mais il faut faire en sorte que le tigre ne soit pas celui qui hurle le premier. Il faut donner la chance à la colombe, par exemple, de s'exprimer d'abord et progressivement faire voir les choses. Donc moi, ma méthode, c'est ouverture, disponibilité au dialogue. C'est d'ailleurs aussi une dimension du président Kodjo. Il ne faut pas opposer tout. C'est que, comme je l'ai dit, il arrive des moments où le plus humble d'entre nous peut se rebeller.
Au micro de notre consoeur Nicolas Ta, qui était donc au congrès de votre parti samedi dernier, vous déclarez ceci: nous sommes un parti de centre républicain qui a pour principal objectif d'être dans une opposition constructive, d'être en capacité de construire des alliances pour peu qu'elles permettent de servir au mieux les intérêts du peuple togolais. C'est transcrit fidèlement. Exactement ça, c'est bien ça. Alors, ça pose souvent... Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Alors, je ne fais que reprendre le contenu de l'article 1-2 de nos statuts qui sont en vigueur depuis 2018 et que j'ai distribué quand j'ai pris l'intérim. J'ai fait distribuer les statuts à tous nos militants. Ok. Pour que chacun sache ce qui est écrit dans nos statuts. Les statuts définissent la permanence. Les stratégies politiques ou les alliances ou les circonstances peuvent varier temporellement des statuts, de la lettre des statuts, et ça peut être un moment, mais généralement, une fois qu'on a fait ces concessions ou ces écarts par rapport au statut, il faut y revenir rapidement pour recentrer les choses. Donc c'est les statuts de notre parti qui le disent. Okay. Et j'ai demandé aux congressistes de revoir les statuts et de dire si nous confirmons cette ligne ou non. Ils l'ont confirmé. C'est la ligne du MPDD. Quand vous dites que vous êtes d'une opposition constructive, ça veut dire que vous ne vous opposerez à rien, c'est ça? Non, dans opposition constructive, il y a opposition d'abord. Et le constructif n'est que l'adjectif qui suit. On m'a souvent, depuis quelques jours, on me reproche le fait de dire ça parce que ça voudrait dire que ce n'est pas assez assertif par rapport aux autres membres de l'opposition. C'est comme si je disais que les autres n'étaient pas constructifs. Non, je ne suis pas. Le MPDD n'est pas seulement la seule formation à s'inscrire dans cela. Dans l'approche politique, tout parti politique, normalement, vise à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Oui. Or, dans la mise en œuvre de cette stratégie, certains font du remplacement. Si tu es là, fais ce que tu veux. Mais moi, je te ferai comprendre que c'est moi qui veux prendre ta place. Et en attendant que tu ne quittes, je te conteste. Je relève ce qui ne va pas. Je te critique et je montre à la population que tu ne fais pas bien ou je peux faire mieux. Mais généralement, c'est tu ne fais pas bien qui prédomine. Il y a cet aspect-là. Et puis, il y a d'autres qui disent, le peuple n'est pas divers, il est seul. Celui à qui on veut faire du bien, c'est le peuple d'aujourd'hui, c'est le peuple de demain. Ok? Et donc, même si moi, je ne suis pas en capacité ou je n'ai pas le plein exercice du pouvoir, le plein exercice du pouvoir aujourd'hui, eh bien, en attendant que j'ai les moyens de l'exercer pleinement, si j'ai des idées qui peuvent améliorer la vie de nos populations, je vais les proposer. Si je trouve que ce qui est fait est bien fait, je vais l'appuyer pour encourager ceux qui le font à continuer à le faire. Mais ce qui ne va pas, je le dirai aussi de cette manière-là. Mais la manière de le dire n'est pas de systématiquement donner l'impression à l'autre qu'il est nul, il ne vaut rien, etc. Il faut le dire de la manière dont elle puisse être entendue, ce que vous dites soit bien entendu par la personne et accepter, assertivité politique. Maintenant, si en faisant ces éléments, ces propositions, la personne qui est au pouvoir reconnaît qu'il a des insuffisances ou des moyens, la capacité à améliorer les choses et que c'est vous qui pouvez l'aider à le faire et qu'il vous demande de le faire, vous pouvez, si c'est dans l'intérêt du peuple, s'il n'y a pas des éléments cachés, s'il n'y a pas une façon, parce que la politique c'est toujours comme ça, c'est comme le football. C'est la question que j'ai envie de poser. Est-ce que c'est ça la politique? La politique, c'est ça aussi, c'est-à-dire composer. Okay. C'est arriver à proposer et accepter parfois de donner la main à son adversaire. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que vous serez au gré des alliances, peut-être de prolongement du pouvoir? Non, pas forcément du pouvoir. Enfin, voilà. Pour ceux qui sont là actuellement au pouvoir. Voilà. En fait, pourquoi ça pose problème au Togo que de dire on peut travailler avec le pouvoir? Pourquoi ça pose problème au Togo? C'est parce que on a considéré que la démocratie et l'approche démocratique doit être manichéenne. Il y a ceux qui sont pour la démocratie, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils sont nés démocrates, ils resteront démocrates. Et puis on considère que ceux qui sont en face ne sont pas des démocrates.
ça reviendrait à dire que les deux blocs sont monolithiques, c'est-à-dire il n'y a pas de relief, il n'y a pas de divergence, etc. Vous pensez que tous les Togolais qui sont dans UNIR sont foncièrement opposés au progrès démocratique au Togo ou au progrès social et économique? Vous pouvez l'imaginer? Première chose. Deuxième chose, vous pensez que tous ceux qui sont de l'autre côté, nous qui sommes dans l'opposition, nous avons tous la capacité et les dispositions pour respecter les principes démocratiques jusqu'au bout? On le voit dans beaucoup de pays. Quand il y a des changements, le peuple porte son espoir sur ce qui arrive. Oui. Au bout de quelques mois, on se rend compte qu'ils font exactement les mêmes choses ou ils font pire. C'est dans la nature humaine que cela fonctionne comme ça. C'est-à-dire, l'homme aime le pouvoir. L'homme aime se faire du bien. Et l'homme aime garder le pouvoir parce que le pouvoir lui apporte du bien. Si on avait un peu de temps, je vais vous expliquer les deux grandes lois qui structurent la vie politique. On a le temps. Okay. Il y a ce qu'on appelle la loi narcissique et la loi symbolique. La loi narcissique, c'est celle qui ordonne tout ce que je veux pour moi-même. C'est l'égoïsme, c'est aussi l'hédonisme, c'est aussi le fait de vouloir se faire du bien et de se dire qu'on ne peut le faire que par soi-même. On est mieux servi que par soi-même. Et ça amène beaucoup d'ego, de confrontation. Et il y a la loi symbolique, celle qui est un transport de chaque individu vers la collectivité. Je suis parce que nous sommes. Et nous sommes parce que je suis obligé à être d'une certaine manière. Ce sont ces deux lois qui structurent la vie politique. Or, à un moment donné, on ne peut pas avoir exactement l'une ou l'autre. Nous sommes un mélange de tout. Si nous nous levons le matin, que nous nous lavons, nous prenons soin de notre corps, c'est que nous sommes habités par le narcissique aussi, au sens philosophique du terme. Sûr, on comprend. Et si nous nous levons aussi pour aller dans les syndicats, pour aller être journaliste, propager la bonne nouvelle malgré les conditions difficiles, si nous allons supporter une équipe de football, c'est aussi parce que nous sommes transportés par cette loi symbolique. L'essentiel, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre en faveur de la loi narcissique. Il faut que le déséquilibre soit en faveur de la loi symbolique. Donc, c'est difficile à comprendre. Difficile pour nos populations parce que nous avons habitué notre peuple à un discours qui consiste à dire il y a deux Togos, le Togo démocratique, progressiste, etc. et le Togo du conservatisme qui est incarné par UNIR. Tout n'est pas faux dans ce raisonnement. Mais il ne faut pas en faire un outil politique. Il faut déplorer et construire quelque chose qui permet à chacun d'avoir le courage de faire mieux. Là, vous vous démarquez dans les faits d'Agboyome Kodjo. Oui, on le dit, mais au fond... On ne peut pas se mentir, vous vous démarquez clairement d'Agboyome Kodjo. Non, parce que vous allez voir... très souvent chez nous ici. Mais Agboyome Kodjo, est-ce que c'est seulement les 4 dernières années de sa vie? Non. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'Agboyome n'est pas resté à UNIR ou RPT? Solito Kieso est resté, paix à son âme est resté. J'ai d'autres, je peux vous citer, plein de nos collègues, nos anciens amis qui sont restés à UNIR aujourd'hui. Pourquoi nous, on n'est pas restés? C'est parce que nous n'étions pas d'accord sur le fait de gouverner le pays comme si on devrait s'éterniser au pouvoir. Il faut faire en sorte que la démocratie s'épanouisse au Togo. Il faut que tout le monde puisse participer à la vie politique et s'exprimer. J'ai suivi vos échanges avec un de vos confrères journalistes sur le 29 septembre. Nous avons condamné ces actes. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. C'est ça qui nous a amené à sortir du RPT en 2002 et qui nous a valu l'exil, le premier exil, d'ailleurs, disons le premier exil public que tout le monde connaît d'Agboyome. Je l'ai fait avec lui. Et nous sommes arrivés après à créer OBU puis le MPDD, l'OBU a été transformé en MPDD. Au nom de cette conviction-là que la démocratie doit être plurielle, inclusive, que tous les Togolais doivent être autorisés à dire ce qu'ils pensent et à proposer quelque chose. C'est ça qui fait le logiciel d'Agboyome. Et donc, ce que je dis ne se démarque pas de ce logiciel fondamentalement. Et je vous ai dit dès l'entame que on peut avoir une ligne comme ça, mais les circonstances peuvent amener quelqu'un à dire « ça, je ne veux pas ». Vous connaissez Daoukou Péré? Oui, paix à son âme. Daoukou Péré, c'est quelqu'un de très calme. Il était quelqu'un de très calme. Il parle pas. Je l'ai vu une seule fois s'énerver. Mais ce jour-là, le siège du RPT a tremblé. Une seule fois. Donc, celui qui aura vu Daoukou Péré ce jour-là
pourrait croire que c'est quelqu'un de colérique, de quelqu'un de... Mais une seule fois, je l'ai vu s'énerver du parcours que moi j'ai fait avec eux. Donc, non, et puis Agbéomé était épuisé à un moment donné, parce qu'il a tellement donné à ce pays, parce qu'il avait un si grand rêve pour le pays, que il a essayé plusieurs solutions. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Donc, à un moment donné... Est-ce que ce rêve, vous allez le poursuivre? Oui. Agbéomé, avant de partir, a laissé un regroupement de partis politiques qu'il a porté pour aller aux élections. Quand il est décédé, vous avez pris l'intérim, vous avez sorti le MPDD de tout ce qui est regroupement. Et dans votre message, à la fin donc, du congrès samedi dernier, vous parlez d'être en capacité de construire des alliances. J'ai envie de savoir, vous sortez votre parti politique des alliances, après vous renouez des alliances. C'est ce que vous voulez faire? Oui. Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui se préoccupe du MPDD. Mais vous nous avez tous, pas vous, mais tout le monde nous a abandonnés pendant la traversée du désert. Nous avons été abandonnés, y compris les regroupements dans lesquels nous étions, qui ont profité plutôt de notre situation difficile pour phagocyter tous nos cadres, pour les approprier. Nous étions devenus des métayers des structures dans lesquelles nous étions. La DMK, puisque vous parlez d'elle, j'imagine, oui, était animée majoritairement par nos cadres. Pendant ce temps, sur le terrain, nos militants, nos fédérations, nous avons 35 fédérations, nous avons des cellules de base dans toutes les communes. Nous avons 22 élus communaux. Et eux, ils sont en désertion, abandonnés complètement. Personne ne s'occupe d'aller les voir, de s'occuper, de demander comment ils vont, de leur apporter les appuis. Personne ne donne des solutions à nos militants. Mais dans les médias, partout où ça brille... Quand vous parlez des personnes, vous parlez des partis politiques. Oui. Nos amis de l'opposition, est-ce qu'ils nous ont, à un moment donné, ils se sont levés pour proposer des solutions en disant non, le premier ministre Kodjo est loin de sa terre natale, maintenant il faut faire quelque chose. Tout le monde a passé le temps à faire des conférences de presse, tout ça. Personne ne s'est occupé de nous. Donc, moi, je suis dans la position de restaurer, enfin de faire en sorte que mon parti survive. Les gens ne le savent pas. Il y en a qui sont assis, ils ont leur parti, ça roule, les structures sont en place depuis, ils ont leur siège, ils ont pu mobiliser les moyens pendant des années, ils ont fait des choses. Moi, je récupère un parti qui a été pratiquement en léthargie pendant 4 ans. Je ne peux pas continuer comme ça. Je dois faire l'inventaire. Savoir ce qu'il y a dans la maison, ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, mettre les choses au clair avant de redémarrer la machine. C'est ce que j'ai fait. Mais c'est comme si j'ai commis un crime de lèse-majesté, mais c'est de la logique pure. C'est ce qui vous a amené à mettre bande de touche Paul Missiak-Beto? On ne l'a même pas mis en bande de touche. Vous voyez, la vérité nous rattrape toujours. Moi, quand je suis arrivé, en fait, les gens disent souvent que je viens d'arriver, il faut que j'apprenne à faire de la politique. J'espère que vous allez finir par expliquer aux jeunes et à tous ceux qui font ça que c'est à eux ou à certaines parties de l'opposition de venir, enfin de la classe politique en règle générale, de demander ce que moi j'ai fait dans ce pays. En toute humilité, bien évidemment. Monsieur Paul Missiak-Beto, quand je suis arrivé, pour les aider, parce que moi, ce que je voulais, c'est aider le parti, c'est pas pour récupérer le parti. Parce que fatalement, j'étais la première autorité du parti, puisque je suis le deuxième vice-président. Gérard Adja, premier vice-président, n'était plus là. Le patron est décédé. C'est moi, sur la liste, c'est moi la première autorité. Et vis-à-vis de l'administration, c'est moi qui ai la responsabilité de tout ce que le parti posera comme acte, surtout dans ce moment difficile de deuil où les gens peuvent être tentés par l'émotion, tout ça, de tenir des propos, d'avoir des comportements et tout ça qui pourrait troubler l'ordre public. Ce que je voulais faire, c'est de remettre de l'ordre dans la maison, de tenir les choses pour qu'on fasse les obsèques correctement et puis les aider les militants à continuer. Parce que pourquoi les gens ne me connaissent pas? C'est parce que les gens pensent que pour faire de la politique, il faut toujours être au devant de la scène. Moi, ça peut vous paraître bizarre, je n'aime pas du tout être devant. J'aime être faiseur de roi. Parce qu'on ne voit mieux qu'en étant en arrière. Quand vous êtes devant, vous ne voyez que devant. Mais quand vous êtes derrière, vous voyez devant, vous voyez à gauche, vous voyez à droite, vous voyez les perspectives. Et moi, ce rôle m'a beaucoup aidé parce que je suis devenu conseiller d'une autorité politique très tôt, très jeune. Donc, je n'ai connu que ça. Je dis souvent aux gens que Agbéomé, moi, je le connais de derrière. C'est quelqu'un, je suis dans son ombre.
Et je le connais dans les couloirs, dans les coulisses, lorsque les micros sont fermés, lorsque les lumières sont éteintes. C'est comme ça que nous, on travaille. Donc, je ne cherchais pas à être en premier plan. Et je n'ai jamais voulu le faire. C'est parce que quand le président Kodjo est décédé, ils se sont précipités pour tordre le cou au statut. Ils ont pris une décision, un projet de décision, pour faire de M. Paul Bissiak-Betor, qui était conseiller spécial du président sur les affaires politiques, ils ont voulu faire de lui le premier vice-président en violation totale des textes, des statuts du MPDD. Et c'est quand ça a échoué qu'il en a pris ombrage. Il s'est énervé, il a considéré qu'il a donné beaucoup au parti et que le parti lui devrait bien ça. Et effectivement, il a fait beaucoup de choses pour le parti. Mais ce n'est pas en tordant le cou au test qu'il va se faire récompenser par le parti. Moi, j'étais prêt à ce que lui prenne le parti. Je le lui ai dit. Et je prends à témoin la mémoire de mes deux parents et la mémoire du président Kodjo. J'ai dit à M. Paul Bissiak-Betor, vous avez pleinement votre place dans ce parti. Faisons les choses correctement et vous me direz ce que vous voulez faire et on le fera en toute intelligence. C'est lui qui s'est mis avec d'autres personnes à faire des choses. On lui pose une question, il met 10 minutes à insulter toute la planète avant de répondre. On l'invite au bureau politique. Il vient. Je vais vous dire, le bureau politique, c'est l'instance dirigeante du peuple. Mon ami débarque avec un bermuda, chapeau sur la tête, il croise les pieds, les jambes, on lui pose des questions, on lui demande des choses. Il fait des cours de philosophie politique à tout le monde avant de répondre. Après, il prête des intentions aux gens. Moi, je suis quelqu'un de très factuel. Je suis les faits. Et donc, à un moment donné, ils ont compris que leur rhétorique ne marcherait pas s'ils ne se conformaient pas au test. Et mais vous n'étiez pas là depuis que Agbouyoumi a quitté le Togo. Vous étiez deuxième vice-président. Oui. Personne ne vous a vu quand même. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai rien fait. Les gens n'ont pas vu. Ah oui, c'est parce que... Vous aussi, vous avez abandonné le parti. Mais non. Regardez, vous savez combien de temps j'ai passé au Togo entre le décès... entre juillet et septembre. Vous savez combien de temps j'ai passé au Togo? Vous m'avez pas vu. J'ai passé 3 mois de suite. Je n'ai pas enterré Kodjo le 7 juillet, pris l'avion le lendemain. J'ai passé 3 mois. Depuis 2011, je suis au Togo tous les ans. Et depuis 2018, je passe presque la moitié de l'année au Togo. Mais le président Kodjo était là. Même s'il était en exil, il était là. C'est lui qui prenait les décisions. C'est lui qui disait à qui il doit faire quoi, ce qu'il doit faire. Ce que moi je fais avec lui, c'est de lui donner mes conseils, quand il me demande mon avis, etc. Et ceux qui disent tout ça là, ils seraient surpris de ce qui s'est préparé dans les coulisses. Il y a des choses qu'on va découvrir. Non, on ne peut plus les découvrir maintenant parce que le président Kodjo est parti. Donc, on n'a pas pu aller au bout de ce qu'on voulait faire, des choses. Donc, mais ça, ce que je veux dire par là, c'est que il peut paraître effectivement que je ne sois pas devant, que je ne manifeste pas publiquement au sein du parti. Mais il en demeure que j'en suis resté le deuxième vice-président, qu'on ne m'a pas exclu pour mauvaise conduite ou pour trahison, et que j'ai tenu ma part dans le rôle. Est-ce que vous allez exclure Paul Bissiak-Betor de votre parti? Il a démissionné lui-même. Je n'ai exclu personne. J'ai dit à mes amis, quand le premier bureau politique qu'on a tenu après le décès du président Kodjo, j'ai dit, moi, on m'a appris quelque chose. Les aînés m'ont appris quelque chose. En mathématiques, il y a 4 opérations. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Mais en politique, si vous voulez aller loin, vous ne devez connaître que 2 opérations. L'addition et la multiplication. Je pose la question parce que récemment, je vous ai écouté sur un média où vous faisiez presque appel à ceux qui sont partis. Absolument. En l'occurrence, à votre premier vice-président, que la porte est grandement ouverte. Oui. Ils peuvent revenir. Oui. Je l'ai rencontré. Avant le congrès, je suis allé chez lui. C'est mon aîné, Gérard Radia. Oui. Moi, je respecte beaucoup les gens. Pas par hypocrisie. Il va revenir. Pardon? Il va revenir. C'est pas si simple que ça. Il m'a donné il m'a donné son point de vue. On va lui laisser le temps. Il souhaiterait qu'il revienne à la maison. Bien sûr. Le scoop que vous n'avez pas, c'est que M. Akator, qui nous a quittés en mars 2022, oui,
Il a demandé à revenir. Le bureau politique a examiné, l'a auditionné, l'a autorisé. C'est lui notre nouveau trésorier national. C'est pour vous dire que je suis dans une cohérence par rapport à ce que je dis. D'accord, très bien. Puisqu'il est 8h sur la radio, on va marquer une pause, on fait un clin d'œil aux partenaires. Et juste après, on va poursuivre cet entretien et les auditeurs qui vous écoutent auront l'occasion de vous interpeller directement. Merci bien. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Faurice Ozimnania Singbe, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise du 1er au 31 octobre 2024 la 5e édition du mois du consommé local. Placée sous le thème « Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis », cette 5e édition sera meublée d'un programme riche et diversifié, notamment des conférences, des panels, une cérémonie de lancement officiel, couplé d'expositions vente de produits locaux sur 10 jours à Calimé et bien d'autres événements qui se dérouleront simultanément sur l'ensemble du territoire national. Cette 5e édition sera l'occasion de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises en vue de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes en lien avec la feuille de route Togo 2025. Un Togo plus prospère commence avec nous en consommant local. Faisons le choix du local et consommons les produits togolais. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show sans irrigator.
Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé. Il est 8h08 dans tous nos studios ici. Nous émettons en direct de la maison de la radio à Agbalé-Pédougan. Notre invité ce matin, c'est Jonas Siliadin, le nouveau président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Est-ce que vous allez résider au Togo parce que vous n'y êtes pas permanemment? Vous êtes désormais chef de parti politique. Je suis résident au Togo depuis quelques années. Parce que c'est mon foyer fiscal, j'ai ma maison ici, mon adresse est ici. Mais je ne suis pas au Togo 24 heures sur 24, ou enfin en tout cas toute l'année, parce que je suis enseignant et consultant. Je suis appelé parfois à aller dans la sous-région. L'année dernière, j'étais au Mali, au Burkina. Parfois, je vais plus loin, en Afrique de l'Est. Ou même, je vais aussi, j'ai ma famille et des amis un peu partout dans le monde. Mais sinon, oui, je suis résident au Togo. D'accord. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la politique togolaise telle qu'elle est faite? Je dois saluer le courage et la persévérance des partis d'opposition, parce que c'est pas très facile. Les partis ont été créés il y a longtemps. Nous avons eu très peu d'occasions où les partis en lutte pour la démocratie, c'est comme ça qu'on les appelle, ont eu l'occasion d'exercer le pouvoir. Ça veut dire que ça fait plusieurs années où beaucoup de partis politiques sont dans l'opposition. Alors quand vous êtes dans l'opposition, c'est très compliqué. C'est très très compliqué parce que vous n'avez pas les leviers pour faire exprimer les idéaux, les objectifs que vous avez, les projets de société que vous faites, mais vous devez continuer à mobiliser vos militants et alors faire comprendre et croire que vous êtes la solution. Donc oui, pour moi, il faut saluer ce travail-là de l'opposition, de la détermination qu'ils ont pour proposer quelque chose de nouveau. C'est très compliqué. De l'autre côté, je déplore le fait que dans le temps, UNIR ne fait pas suffisamment confiance à son implantation, à ses implantations, à ses structures, pour desserrer les taux et ouvrir le jeu. Généralement, lorsqu'il y a des compétitions électorales ou lorsqu'il y a des propositions qui peuvent amener à une confrontation, on sent une certaine fébrilité de certains cadres du parti qui fait que on essaye d'anticiper des choses, on essaye de freiner quand ça ne va pas, au lieu de laisser le jeu ouvert. Moi, je serais à l'UNIR aujourd'hui, je serais assez serein. Parce que vous regardez le Togo aujourd'hui et vous voyez l'implantation des partis politiques, les moyens des partis politiques, si, quelles que soient les règles du jeu, si surtout elles sont ouvertes, équitables, transparentes, comme tout le monde le veut, eh bien, le parti politique UNIR a les moyens d'aller convaincre sur le terrain, de battre campagne de manière soutenue et de l'emporter. C'est une tradition. UNIR est issu du RPT qui a été longtemps parti État. Ses racines restent. Vous voyez un peu les cadres qui animent UNIR, comment ils sont structurés, d'où ils viennent et tout ça. C'est donc déplorable qu'en ayant un appareil aussi solide, on ait aussi peur. Est-ce qu'il est si solide que ça? De ce que j'en vois, oui. À moins que on ne parlions pas de la même chose. De ce que j'en vois. Combien vous avez de partis politiques qui sont capables aujourd'hui d'aligner 4-5 cadres par préfecture dans notre pays et qui peuvent aller le week-end descendre sur le terrain, écouter, comprendre les populations et sans doute et probablement avoir pas tout, mais au moins quelque chose pour régler le problème. Mais attendez, quand on est au pouvoir, on a de l'argent. Bien sûr. Et naturellement, on peut tout faire. Et quand on a passé longtemps au pouvoir... Et quand on n'est pas au pouvoir, on n'a presque rien. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça dépend de quel parti vous êtes. Si vous êtes le parti du jour, un parti d'il y a quelques mois que vous arrivez au pouvoir, vous faites 1 an, 2 ans, vous repartez. Effectivement, vous n'avez pas eu le temps d'agrandir votre base militante et donc d'avoir des gens qui sont capables de cotiser. Normalement, un parti politique doit être financé par ses militants. Et c'est ce qui se passe. Donc, plus vous avez des militants, et surtout si les militants ont les moyens, plus vous êtes fort. Et si vous êtes capable de créer des alliances au-delà de vos frontières aussi,
UNIR peut compter sur des partis alliés à gauche et à droite et tout ça. Donc, pour moi, c'est un parti qui a un appareil solide, mais qui ne fait pas confiance, de mon point de vue en tout cas, à un jeu ouvert, pluriel, réellement compétitif. Est-ce que vous allez discuter avec UNIR aujourd'hui pour peut-être relayer à peu près? Oui, et c'est ça aussi qui nous a manqué jusqu'ici. C'est pas parce que je dis ça que je déteste UNIR. Je ne suis pas là pour détester ni aimer. Je suis un parti politique, je représente un parti politique. Je constate les faits et je discute avec qui, auprès de qui je peux résoudre les problèmes. Je vous ai dit que j'ai des aînés. C'est pour ça que d'ailleurs, les gens de l'opposition me regardent avec beaucoup de méfiance. Parce que je n'ai pas grandi dans leur rang. Je n'ai pas fait les mêmes classes qu'eux. Même si j'en admire beaucoup. Et je le dis souvent sur les antennes. J'admire beaucoup les gens de l'opposition. Bon, les jeunes maintenant ne me connaissent pas, mais j'allais régulièrement chez le maître Agboibo. J'allais chez maître Agboibo. C'est un aîné avec qui je discutais systématiquement. Lorsque j'ai sorti mon livre en 2014, quand je suis arrivé, je l'ai appelé. Il m'a dit, je suis tout ce que tu fais. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, je suis un peu souffrant. Je ne peux pas venir. Le Premier ministre Kofi Go était là. J'ai d'autres. Je ne veux pas citer des noms, tout ça. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mme Adjamago. Je n'étais pas là. J'ai demandé à une délégation d'aller la rencontrer. Malheureusement, elle n'était pas disponible et de lui apporter notre soutien parce que c'est une dame courageuse qui fait un travail. Cela serait arrivé à UNI, j'aurais fait exactement la même chose. Parce que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de s'assurer que tous les Togolais sont traités de la même manière et que tout ce que nous faisons va dans le sens de la consolidation de la démocratie. Donc j'ai des aînés, des jeunes frères aussi, hein, il faut dire de plus en plus de jeunes frères plutôt, à unir. Et s'ils nous écoutent, qu'ils soient certains que j'insisterai sur ce fait-là. Pourquoi? Parce que j'ai été au RBT. En 1992... Génération Yadémon. Génération, enfin, oui, à l'époque. À l'époque, Génération Yadémon. Quand parce qu'il y a un mouvement qui s'appelle Génération Yadéma. Oui. C'est pour ça que je veux rectifier. Je n'ai pas fait partie de ce mouvement-là. Mais en 92, quand on a fait le recensement pour les élections de 93, le RPT n'était pas d'accord. Quand bien même c'était notre ministre qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, comme la vie. Nous n'étions pas d'accord sur la manière dont les recensements étaient faits. Mais qu'est-ce que nous avons fait au RPT à l'époque? Nous avons créé une commission nationale. Et nous avons envoyé des gens sur le terrain récolter les preuves. Et nous avons déposé un rapport. C'est moi qui ai présidé cette commission de vérification. Et nous avons fait une conférence à l'hôtel 2 février où nous avons convié la presse. Nous avons donné des éléments de preuve. Ça n'a pas été contesté. On a repris une partie du recensement. Ça veut dire que le RPT est capable, l'UNIR est capable, en déployant ses antennes, ses structures, de faire un travail incontestable. Et ça, c'est ce que je veux dire à nos amis. Voilà comment nous avions travaillé dans les années passées. Et ça a marché. Nous, on a été tabassés. Moi, dans le bas mono, ma voiture a été... mon cortège a été pris d'assaut. Et il a fallu qu'on négocie avec les populations pour avoir la vie sauve. À Tchévier, nous avons été caillassés. Des gens ont perdu... Enfin, les gens ont eu des blessures, etc. J'ai été à Soudou. Quand nous sommes arrivés à Soudou, il y a eu ça n'a pas été fait dans la facilité. Mais nous sommes allés sur le terrain, nous avons parlé. Les gens nous ont dit non, on ne veut pas de vous au RPT. On l'a entendu. D'autres ont dit oui, on vous applaudit. Ils sont venus avec nous. Il faut que tout parti accepte de descendre réellement dans l'arène et qu'on arrête de faire croire au président de la République ou aux officiels du parti que tout va bien, que les populations plébiscitent, alors qu'on est absent sur le terrain et on va juste pour dire aux gens prenez 2000 et puis après on est calfeutré dans sa villa et on laisse les gens sur le terrain. Il faut que nos amis qui aiment leur parti commence maintenant à descendre sur le terrain et à travailler sérieusement au lieu de ne pas s'occuper de la population et après de vouloir faire prendre des raccourcis. J'espère que vous avez suivi l'actualité par rapport à ce riz avarié des populations qui se sont rouillées sur ce risque, sur un dépoutoir. Chef de parti politique, quel regard portez-vous sur ça? C'est triste. C'est triste. Vous savez, là aussi je vais vous surprendre. Je suis cultivateur puisque je suis paysan. Moi, je viens d'une famille de paysans. Au départ, je voulais faire une exploitation agricole et peut-être faire du business avec. Mais chaque fois que je fais mes récoltes, qu'est-ce que j'en fais? Je donne. Ok. J'offre parce que
autour de moi, je vois ce qui se passe. Je ne peux pas aller vendre mon haricot. J'ai fait du haricot, j'ai fait du maïs, j'ai fait de l'igname. À toutes les saisons, je suis obligé d'offrir. Parce qu'il y a une misère. Parce qu'il y a un problème. Et ça, il faut le reconnaître aussi. Le pouvoir d'achat est très obéré par plusieurs facteurs au Togo. D'abord, il y a le fait que le gouvernement a mis en place la feuille de route 2025. Et le deuxième pilier de cette feuille de route, c'est la création d'emplois. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait une coordination cohérente et suivie de ce deuxième axe. Si vous prenez la politique fiscale, qui est un axe de réforme aussi, bien évidemment, on a l'impression que cette politique détruit le deuxième axe. Pourquoi? Parce que si vous voulez prélever il faut rationaliser les impôts, c'est vrai. Si vous prélevez beaucoup d'impôts dans une économie qui est essentiellement informelle, sans mettre en place des éléments d'accompagnement pour formaliser plus les entreprises et donner du temps aux entreprises de grandir, eh bien, vous prenez le risque de détruire les initiatives sans le vouloir peut-être. Ce qui fait que l'assiette sur laquelle vous allez mettre les impôts se réduisant, vous êtes obligé d'augmenter la pression fiscale. Du coup, si vous augmentez la pression fiscale, les entreprises sont moins riches, elles peuvent moins recruter. Si elles recrutent moins, c'est qu'il y a moins de revenus dans la société globalement. Et c'est ce qui se passe au Togo. Donc, les Togolais ont moins de pouvoir d'achat. Maintenant, il y a des facteurs exogènes, la hausse des prix de l'énergie et tout cela. Ce qui fait que tout ce que le Togo produit comme croissance est mangé en grande partie par l'inflation. Une inflation importée dans un premier temps. Ce qui fait que, finalement, les Togolais n'ont pas les moyens. Et ça, c'est mathématique. On ne peut pas nous dire, personne ne peut dire le contraire. C'est mathématique. C'est ça ce qu'on a vu. En plus, quand je vous ai dit que je cultive, moi, je cherche de la main-d'œuvre pour cultiver. Je ne trouve pas. Pourquoi? Les jeunes préfèrent aujourd'hui faire autre chose que l'agriculture parce qu'on n'a pas valorisé assez l'agriculture. Ils pensent que cultiver, c'est être métayer, c'est avoir raté sa vie. Mais non. On peut être salarié dans un milieu agricole. Moi, je leur propose de venir être salarié dans mon champ. Ils ne veulent pas. Ils préfèrent être dans les wifi zones. Et quand vous demandez aux gens de venir cultiver, ils me disent non, patron, mettons à ticket, c'est bon. Pour aller vite. Pour aller vite. Donc, il y a toute une réorganisation. Il faut repenser l'emploi. L'axe de la stratégie, de la feuille de route, il faut le revoir. Donc, la politique qui est conduite aujourd'hui a échoué sur ce plan-là. Oui, on peut le dire. On peut le dire parce que le résultat, la réussite aurait été beaucoup plus d'emplois créés. Pas d'emplois publics. Moi, j'ai été aux côtés du président Kodjo, nous avons conduit des réformes du FMI. Et nous savons combien ça coûte pour l'État que de multiplier les fonctionnaires. Il ne faut pas multiplier les fonctionnaires. Il faut rationaliser et donner les moyens aux fonctionnaires qui sont là à être plus efficaces pour que l'action publique ait un impact pour les populations. En revanche, il faut créer des initiatives, il faut mettre en place des politiques qui permettent l'initiative privée et qu'on crée des entreprises qui soient viables dans le temps. Moi, j'ai créé ma propre entreprise. Pour qu'une entreprise soit viable, il faut 5 années. Les 5 premières années, vous êtes fragile. Vous n'avez pas beaucoup de clients, vous n'en avez pas du tout, vous n'avez pas d'argent. Aucune banque ne vous fait confiance parce que vous n'avez pas encore produit de résultats. Votre business model n'est pas stabilisé parce que vous ne connaissez pas suffisamment vos marchés, même si vous avez fait des études préalables. Du coup, c'est à l'État qui veut promouvoir la création d'emplois de vous accompagner sur ces 5 premières années. Pas des exonérations fiscales ou des facilités, en tout cas des facilités fiscales, par l'appui à travers des fonds publics de soutien aux entreprises. Nous avons des armées de comptables qui sont partis à la retraite, qui meurent des experts comptables qui meurent de désespoir parce qu'ils s'ennuient ou qui font des crises parce qu'ils ne sont pas occupés. L'État n'a qu'à créer une maison, une véritable maison de l'entrepreneur, où tous nos aînés qui maîtrisent toutes ces techniques, des enseignants aussi brillants, etc., viennent accompagner les jeunes qui veulent entreprendre, pour les aider à mieux structurer leurs projets et à les accompagner après auprès d'un fonds que l'État va doter dans une approche de gestion rigoureuse, de sorte que la plupart de nos entreprises franchissent les 5 premières années. Une fois que vous avez
ce palier des 5 ans, normalement, si vous avez fait un travail sérieux dans les finances, en ne confondant pas chiffre d'affaires avec bénéfices, ni le patrimoine de l'entreprise avec votre propre patrimoine, et vous ne faites pas le show dans la ville, normalement, vous arrivez à un niveau où votre entreprise peut faire un bon qualitatif. Et à ce moment-là, c'est au même état, à travers les ministères de promotion, etc., d'aller aiguillonner nos entreprises, les aider à aller chercher des fonds à l'extérieur aussi. Et sur les marchés, bon, 5 ans, c'est un peu tôt pour aller sur le marché financier, mais au moins, il y a la Mésofinance et la banque qui peuvent prendre le relais. Est-ce que nous sommes en démocratie au Togo pour implémenter tout ce que vous dites là? Vous connaissez le titre de mon livre sur le Togo. Togo, démocratie impossible? Point d'interrogation. Alors, c'est pour ça que je pose la question. Oui. Si tout ça peut être viable dans un contexte comme ce que vous avez décrit dans votre document. Voilà, c'est pour ça que je me bats pour que nous ayons tous confiance pour accepter d'ouvrir le pays et de continuer à pousser la démocratie vers ce qu'on appelle le point d'irréversibilité. Est-ce qu'on peut faire confiance à UNIA? Le passé... Est-ce que le MPDD aujourd'hui fait confiance à UNIA? Je vais répondre d'abord à votre première question et à la deuxième parce que ça va éclairer. Il y a beaucoup de choses dans le passé qui nous donnent les raisons ou nous poussent à ne pas faire confiance. C'est ce que j'ai appelé dans mon discours les 1001 raisons de ne pas faire confiance. Les 1001 raisons de prendre des revanches. Tout cela fait qu'on a du mal, on peut avoir et on peut comprendre qu'on peut avoir du mal. Malgré tout, je vais vous dire ici, devant ce micro, que le MPDD que j'incarne est prêt à faire confiance à UNIA. Et je le dis solennellement. Maintenant, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je vous ai dit que le UNIR aujourd'hui, si UNIR est là, il me le doit aussi quelque part. Parce que c'est nous qui avons consolidé le RPT à un moment donné. Je l'assume. Pourquoi? Parce que nous voulions que la démocratie soit plurielle. C'est pas parce que nous voulons qu'il y ait un progrès que ceux qui étaient là, on doit les détruire, on doit les chasser. Nous sommes des Togolais, tous les Togolais. Le Togo a tous les Togolais, le Togo par tous les Togolais. C'est ce que je dis. Donc, moi, je ne suis pas naïf. Je suis prêt à faire confiance. Mais au moindre écart assumé de la part de UNIR, lorsque nous serions sur un projet, vous savez, moi, à 27 ans, j'ai accepté de perdre mon poste et d'aller en exil. Hein, et j'ai mon réseau aussi. Donc, moi, je fais confiance. A priori. Parce que je pense que la configuration telle qu'elle est aujourd'hui est nouvelle. D'accord. Donc, il faut que chacun saisisse et chacun joue sa part. Je ferai ma part et je le fais depuis. Est-ce que ce discours est vendable dans l'opinion déjà et puis au niveau de vos bases du MPDD? Je le sais. Est-ce qu'il n'est pas quelque part démobilisateur? Voilà. Et je sais cela. Mais est-ce que vous n'êtes pas venu récupérer le MPDD pour donner ça à UNIA? C'est ce que les gens disent. Mais non. Pourquoi je ferais ça? Je gagne quoi? Les gens se battent pour créer des partis politiques. Oui. Ils les créent, ils sont seuls dedans, mais ils continuent à dire qu'ils ont un parti politique. On est d'accord? Moi, j'hérite d'un appareil qui est implanté. Je vous ai dit que nous avons 35 fédérations. J'ai des élus. Donc, c'est un parti crédible qui est reconnu à l'international. Nous avons des partenaires. Oui. Nous sommes, l'opposition nous reconnaît. Il y avait 12 partis politiques représentés à notre congrès. Nos confrères de l'opposition nous reconnaissent. Ils savent que nous les reconnaissons, nous les respectons. Nous avons de quoi vivre, exister comme un parti normal. Pourquoi aller donner ça à qui? Pourquoi? Pour faire quoi? UNIR a assez de cadres. Hein? UNIR a beaucoup de cadres. Pourquoi moi je vais aller donner non, je veux prendre la place de UNIR. Je veux gouverner. Je veux conquérir le pouvoir. Il faut que ce soit clair. Mais ça ne Vous voulez conquérir le pouvoir? Nous voulons conquérir le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a une résolution qui a été prise qui dit nous allons aux prochaines élections. Nous voulons conquérir le pouvoir. Et l'exercer. On peut le faire en alliance avec d'autres partis qui poursuivent les mêmes buts que nous, ou on peut le faire seul. Maintenant, il y a ce que nous voulons, ce que nous prévoyons, et ce qui va advenir par la suite. Mais peu importe. C'est pas parce qu'il ne faut pas attendre d'être sûr de réussir pour entreprendre. Nous allons le faire. Or, ce que vous dites là, mon discours peut paraître démobilisateur si et seulement si nos militants ne connaissent pas la ligne de notre parti, si et seulement si nos militants
n'ont pas été formés à comprendre qu'il ne faut pas que nous fassions une politique populiste. C'est facile de venir et de taper sur UNIR et de dire on ne veut plus, on veut ceci et tout ça. Tout de suite, ma cote de popularité va augmenter. Je le sais. Ok. Mais est-ce que c'est comme ça que je suis utile? Parce que à la fin de la journée, avec qui je vais discuter, même si demain on considère qu'il y a un dialogue, ou si demain il y a une transition d'une certaine nature que ce soit, la transition se fera entre quel ordre et quel ordre. Si demain nous venons au pouvoir, nous allons travailler avec quel Togolais? Nous allons demander aux gens présentez vos cartes d'abord. Nous allons louer les gens au Nigeria pour venir travailler au Togo parce que ceux qui sont là sont d'UNIR. Et je vais vous révéler quelque chose, c'est un secret. Nous travaillons tous déjà avec UNIR. Ah bon? Bien sûr, dans les municipalités, les équipes municipales sont composées comment? Oui, voilà. Pas plusieurs partis. Pas plusieurs partis. Et il y a des communes qui réussissent bien. Nous avons 2 communes pleines. Togoville et Tokpli. Le maire de Tokpli aujourd'hui est à la tête d'une délégation à Dakar. Mais dans cette délégation, il n'y a pas que MPDD. Mais c'est des gens qui travaillent en toute intelligence. Togoville a été reconnu par l'UEMOA pour la façon dont la commune est gérée. Le maire Niavo a été invité à Cotonou pour donner une conférence. Mais il n'a pas fait le travail tout seul. Il l'a fait avec son équipe, et dans son équipe, il y a UNI, il y a ANC, il y a d'autres formations politiques. C'est une posture populiste et pas sincère de dire à nos populations on ne veut pas travailler avec UNIR, parce que c'est déjà fait. Maintenant, ce que je veux dire aux gens, c'est que nous sommes un parti de compromis. Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde, mais nous ne sommes pas un parti de compromission. D'accord. Voilà. Alors, on va permettre aux auditeurs, en 5 minutes, ceux qui souhaitent donc vous interpeller, vous poser des questions sur les points que vous avez touchés, qu'ils ont l'occasion à partir de maintenant de le faire, en nous envoyant donc leur message ou en appelant sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est Paul. Monsieur Paul, nous vous écoutons. Oui, j'ai des questions pour notre invité. Oui, allez-y. Et il y a une chanson là qui dit on crée un parti pour accéder au pouvoir. Cette chanson qui vient de répéter tout à l'heure. À quel pouvoir il veut accéder avec cette cinquième république en se mettant à la tête de MPDD? D'accord. Très bien. Oui. Il dit tout à l'heure que le MPDD est un parti international reconnu, sérieux. Mais pourquoi en 2020, ils se sont appuyés sur Monseigneur Podio avant d'aller aux élections? Merci. Merci beaucoup, monsieur Paul. Merci de nous avoir appelés. Monsieur Jonas Silède. Oui. On reprend la question de monsieur Paul. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Cette cinquième république d'abord. Oui. Et à quel pouvoir voulez-vous accéder avec cette cinquième république? La cinquième république prévoit des instances. Si on considère ce qui est en train d'être fait, il y a le pouvoir législatif qui est incarné par un parlement à 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a le gouvernement, le Conseil, qui est toujours là, qui est présidé par le président du Conseil, et puis il y a la présidence de la République. Mais il y a des structures décentralisées. Les régions sont là, les gouverneurs de région, les conseillers régionaux et les municipales, enfin les collectivités municipales. Tout ça, c'est des pouvoirs, c'est des façons d'agir. Le problème des Togolais, ou le problème de nous tous, on va dire, ou des gens généralement, c'est de croire que le pouvoir ne s'exerce qu'à la présidence de la République. Le pouvoir s'exerce partout où on est capable de proposer quelque chose et qu'on est officiellement en position de le faire. Si vous êtes élu maire, en attendant que vous ne deveniez président de la République ou je ne sais quoi, vous pouvez agir sur la situation de vos collaborateurs, enfin de vos élus, de vos concitoyens, vos administrés. Si vous êtes au Parlement, vous pouvez agir sur le processus législatif. Donc, je sais aussi, j'aurais aimé vivre en Belgique, en Suède, ou je ne sais où, dans une démocratie plus avancée que celle du Togo. J'aurais aimé. Mais nous ne sommes pas là-bas. D'accord. On ne va pas attendre dans 50 ans, quand nous aurons la 19e République, ou je ne sais pas quoi, qui serait parfaite, avant d'agir sur les conditions de nos concitoyens. Nos enfants sont déjà là. Nos petits-enfants se préparent à venir. Il faut agir. Il faut agir. Au lieu de tout ce que nous disons aujourd'hui là, les débats que nous avons, ça va finir. Je vous ai parlé de Péré, Kofi Panou, Pali Ochala,
Si je commence à citer ces gens-là, est-ce que les gens les connaissent? Et pourtant, c'est des gens qui ont donné des phrases, c'est le Corto. J'ai été à l'université de la nature. Toutes ces petites phrases, la conférence nationale que nous avons eue en 91 avec tout le maelstrom avec lequel les gens ont parlé. Puisque tout le monde parle latin ce soir, moi aussi je vais vous parler latin. C'est Edem Kodjo. Je connais Maître Kansé. Oui. Tout cela, oui, ça a été flamboyant, ça a été héroïque et tout. Mais qu'est-ce qui demeure? C'est que les Togolais se ruent sur les dépotoirs pour aller chercher du riz avarié. C'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer, c'est ça qui est le plus important. Laissons de côté. En politique, il faut savoir ce qui est sacré, ce qui est essentiel, ce qui est accessoire. Très bien. On va prendre le directeur qui est au téléphone. Allô? Et puis il nous a parlé de... on va revenir là-dessus. Est-ce que vous nous recevez maintenant? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Komi. Monsieur Komi, nous vous écoutons. J'aimerais poser deux questions à notre invité. Oui. La première, le pouvoir se trouve à tous les niveaux. Je suis aussi d'accord, mais ce pouvoir à tous les niveaux est chapeauté par quelqu'un qui développe la politique générale. Est-ce que le problème des Togolais, c'est le pouvoir décentralisé ou bien le pouvoir au niveau final, qui est le problème des Togolais? Et deuxième préoccupation, lorsque vous prenez ce qui s'est passé dans le passé récent, si le régime LPP uni vous contraint à nouveau à l'exil, comme feu à Guillaume, qu'allez-vous faire? Merci. Merci beaucoup, monsieur Komi. Monsieur Jonas Siliada. Je vais répondre à la deuxième question. D'accord. D'abord. Il n'y a que ceux qui ont peur de la mort, qui ont peur dans la vie. Moi, j'ai mes deux parents déjà qui m'attendent là où vont les morts. Donc, ce que je dis, je l'assume. Je ne partirai pas un seul instant du Togo, quel que soit ce qui va arriver. Pour mes convictions, notez-le aujourd'hui. Pourquoi je vais partir? Si ce que je dis, j'y crois. Agboumé a été un lâche? Non. Attention. Agboumé a connu 3 exils. 3. Les gens pensent que c'est 2. Il est parti de son propre gré à la sortie de la conférence. Il a dit, je ne fais plus de politique. Les gens sont allés le convaincre, il est revenu. Il a connu 2. Mais le deuxième exil, Agboumé ne partait pas en exil. Il voulait se donner les moyens de continuer à parler sans être tous les matins convoqué à la gendarmerie et à ce qu'il ne soit pas en position de parler. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas pour se protéger, c'est pour continuer à parler librement de ce qu'il dit. C'est différent encore. Moi, ce qu'on me dit là, on me dit, si on me contraint, c'est-à-dire si demain, on me dit, oui, vous avez dit ça, vous avez fait ceci et tout ça. Bon, et puis je tire la leçon aussi de ce qui est arrivé à mon aîné. Je le tire parce que on va être un parti certifié pour les exilés? Non. Vous partirez pas, je ne partirai pas. Mais je ne suis pas là pour chercher à aller en exil. Je ne suis pas quelqu'un qui veut collectionner les allers-retours en prison non plus. Vous voyez un peu. Je ne vais pas chercher les problèmes. Moi, je veux résoudre les problèmes de mes concitoyens avec le peu de moyens que je peux avoir. Et je suis prêt pour cela même à discuter avec tout le monde. Vous voyez un peu le sens dans lequel je vais plutôt. Ce n'est pas pour aller à la prison. Voilà. Alors, sa première question, la question de M. Komi, c'est le pouvoir. Vous parlez de pouvoir décentralisé. Il dit, est-ce que c'est ça réellement le problème du Togo, ou le pouvoir principal? Les deux, mon capitaine. En fait, c'est normal. Les Togolais, en fait, quand la démocratie a commencé, tout le monde était persuadé que c'est un long fleuve tranquille et que dès le lendemain de la fin de la conférence, nous allons rentrer dans un pays où tout est normal et tout va aller dans un seul sens. L'histoire et la politique en particulier sont des mouvements qui évoluent pas à terme, des mouvements dialectiques. On fait des progrès, puis il y a des moments où les progrès sont limités ou même compromis, et puis après on recommence. Vous voyez tous les pays comme ça que ça s'est fait. Je donne l'exemple de Martin Adimado Adoyom, paix à son âme, qui est décédé il y a quelques mois. Il a été mon professeur d'histoire économique. Il a milité dans sa jeunesse dans la FEANF, la Fédération des étudiants africains noirs de France. Il a côtoyé plein de gens. Mais il nous a expliqué qu'à l'époque, quand on parlait des indépendances, tout ça, eux, ils savaient, ils pensaient aussi qu'une fois qu'on aura proclamé les indépendances, c'est fini. Les pays africains seront souverains, pourront faire ce qu'ils veulent et avancer.
Vous avez vu ce qui s'est passé. Lui, il a passé toute sa vie en tant qu'enseignant de très haut niveau et puis ministre plus tard, dans un pays, dans une Afrique qui n'a jamais été celle dont il a rêvé. Et pourtant, il a fait sa part. Et moi, il m'a dit ceci: vous les jeunes, quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas le combat politique. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il me l'a dit. Je suis allé chez lui à la maison. La dernière fois que je l'ai vu, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, je comprends que le problème des Togolais, c'est de dire oui, on veut un pays où il y ait celui-là où notre président ait tel profil. Nous voulons que les institutions marchent comme ça. Je comprends, c'est une aspiration noble. Mais c'est aussi important d'avoir ces structures décentralisées qui permettent au moins de régler certains problèmes de proximité. Et par addition, par effort, converger progressivement, nous pourrions arriver à déverrouiller le reste. D'accord, très bien. On va encore prendre un auditeur au téléphone. Il y a un qui nous a envoyé un message pour dire ceci: votre invité, juste lui dire qu'il nous embrouille, et de plus, on a l'impression qu'il est venu faire du commerce avec le MPDD. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, parce que tous les Togolais pensent que tous ceux qu'ils ont en face d'eux, c'est des gens qui ont faim, c'est des gens qui n'ont rien vu dans leur vie, c'est des gens qui ont besoin de reconnaissance, c'est des gens qui ont besoin d'argent. Je demande aux gens de me juger sur mes actes et mes propos et d'aller lire mon passé, mon parcours. Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit à personne. Je suis là au nom d'une conviction. Et le problème aussi de nos concitoyens, c'est ça. Quand j'ai écrit le livre, vous pensez que c'était pour faire de la fantaisie? Non, j'ai tout expliqué dans mon livre. Oui. Et je suis venu l'exposer ici. Et toutes les composantes de la problématique de la démocratie, je l'ai écrit. Moi, j'ai eu le courage de l'écrire. Pas sur Facebook. Je l'ai écrit dans un livre que je suis venu, descendu, publier au Togo. Que les gens lisent au moins. Comme ça, ils ne seront pas embrouillés. D'accord. Voilà. On prend le dernier auditeur au téléphone. Allô. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Gado. Bon, en tout cas, je lui avais posé une question sur... Pyramide FM. Oui, c'est ça. Que bon, est-ce qu'il va revendiquer le pouvoir? C'est-à-dire les élections, il a dit non. Effectivement, il a raison parce qu'il faut laisser les choses arrière et maintenant continuer avec de bonnes choses. Bon, est-ce que vous avez de bonnes relations avec tous les partis politiques? Je sais que le PDD n'est pas en bon terme avec beaucoup de partis politiques. Et aujourd'hui, est-ce que ça va? Merci, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Gado. J'espère que ça va. Nous avons eu 12 partis, je vous ai dit, qui sont venus nous soutenir. Ils ont apporté des messages de soutien, d'encouragement. Au congrès de samedi. Beaucoup ont pris la parole. J'étais ému parce que, vous savez, ça me montre aussi que, bon, oui, le MPDD a de très bonnes relations avec une grande partie de la classe politique. On a invité Uni n'est pas venu. Je ne sais pas si ça veut dire que nous n'avons pas de bonnes relations avec eux. L'ANC n'était pas là non plus. ADI non plus. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas de bonnes relations. Je sais que le MPDD a toujours dérangé certaines personnes. Et la personnalité d'Agbeomi a toujours posé des questions sur la classe politique. Pourquoi? Il y a une compétition. Tout le monde veut être calife à la place du calife. Et vous avez quelqu'un qui arrive avec un bagage comme le sien, un carnet d'adresses comme le sien. Et effectivement, ceux qui étaient sur le terrain avant peuvent avoir une crainte de voir que la lumière soit convergée vers lui. Et c'est ce qui s'est passé. Ça peut laisser des rancœurs, des rancunes et tout ça. Mais quand les gens sont passés de cette terre à l'Orient éternel, nous devons tous reconnaître que c'est fini et passer à autre chose. Je veux bien que les gens continuent à voir Agbeomi derrière nous, c'est vrai. Je veux bien que les gens continuent à voir le MPDD grand, flamboyant. Mais je veux aussi que les gens comprennent que nous ne sommes pas un parti belliqueux et nous sommes plutôt dans la coopération. Hier, il y a un analyste qui m'a demandé d'aller présenter mes excuses à l'ANC parce que le MPDD aurait manqué de respect à l'ANC. Je ne vois pas comment, puisque lors des élections municipales, nous avons dans des communes soutenu les candidats de l'ANC. Et nous avons... Oui. Et je ne vois pas comment nous n'avons jamais manqué de respect. En 2010, nous avons été le premier parti au but à l'époque à dire que selon ce que nous voyons venir, c'est à Jean-Pierre Fabre qui a gagné l'élection. Donc,
On ne peut pas nous dire que on manque de respect ou non. Nous voulons avoir de bonnes relations avec tout le monde, mais que chacun comprenne que nous aurons notre façon de dire les choses et nous avons notre vision. Alors nous allons clôturer donc cet entretien sur cette question d'un auditeur et nous aussi on l'avait réservé pour la fin. C'est votre avis sur la 5e République. L'auditeur pose clairement la question. Jonas pense quoi de la 5e République? Alors, la 5e République, c'est beaucoup de choses. C'est le régime qui nous a été proposé, le régime parlementaire, et c'est l'ensemble de la démarche qui a conduit à cette proposition, à cette réforme. Si on analyse le régime parlementaire en soi, pour moi, ça n'est pas un problème, un régime parlementaire. Okay. Dans un pays comme le Togo, c'est peut-être même un régime qui serait un peu plus aurait plus d'avantages. Ça crée l'émulation entre les partis politiques et ça permet d'asseoir le pouvoir sur quelque chose qui est issu directement du vote des régions, des députés, etc. Mais ça permet aussi l'étagement, c'est-à-dire on commence par la base et puis on arrive à cela. Et vous savez, il y a un biais dans la démocratie qui est la limitation des mandats. Oui. C'est un biais. Pourquoi? Parce qu'on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Pour le peuple. Pour le peuple. Pour le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça veut dire que dès que le peuple est d'accord avec quelque chose, ça devrait advenir en démocratie. Or, en limitant les mandats, on veut dire que même si quelqu'un fait bien ou la préférence du peuple, dès lors qu'il arrive à la limite, il doit partir. Et c'est justifier ce biais. Parce qu'il y en a qui arrivent et qui confisquent le pouvoir et ne veulent plus partir. Mais malgré tout, c'est un biais au principe démocratique. Or, la démocratie parlementaire permet de gommer justement ce biais parce que on reste dans une approche où la parole est au peuple et c'est au peuple de limiter les choses. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne réforme. Où le problème au Togo? C'est que, la réforme n'a pas été conduite de manière inclusive, consensuelle, sur la base d'une concertation large, où chacun aurait donné son avis. Et normalement, on devrait passer par le référendum, parce que ça touche un des éléments qui est la désignation du président par le suffrage universel direct. Si on avait fait ce travail, oui, on aurait dû passer par là. Et ça, c'est ce qu'il faut déplorer. Et je l'ai écrit. Je l'ai écrit dans quel journal selon vous? Dans Le Monde, un journal français. Et je l'ai écrit. Donc, je ne suis pas là pour dire que je me cache quelque part pour le dire. Non, la manière dont on a conduit les choses n'est pas... Et je ne suis pas le seul. L'Église catholique, par la voix de ses dirigeants, l'a dit aussi. Oui. Voilà. Donc, voilà ce que je peux répondre à notre ami. D'accord. Alors, M. Jonas Siliadé, on arrive à la fin. Quel est le message que vous envoyez ce matin au peuple togolais qui vous écoute comme nouveau président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD? Je leur dis d'avoir le courage de continuer ce que nous faisons depuis, de nous rejoindre au MPDD massivement plutôt, de venir faire le combat avec nous au MPDD, de lire nos statuts ou de les demander pour lire et comprendre nos statuts, et de nous faire confiance et de nous préférer aux autres formations politiques pour nous suivre, et nous allons tout faire pour que le Togo dont nous rêvons, qui est le Togo par tout le monde, par tous les Togolais, et le Togo qui appartient à tous les Togolais, advienne. Très bien. Merci beaucoup, Jonas Siliadé, d'être venu nous voir ce matin. C'est la première fois que vous nous rendez visite ici. Je rappelle juste aux auditeurs que vous êtes le nouveau président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Appelez-moi Saint-Irrigator. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 11h à la gare routière de l'information avec nos confrères pour débattre des grands sujets de l'actualité. Et on se sépare sur cette mélodie de Caporal Wisdom. Demain, il fera beau. Bonne journée. Pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des carnivaux. Pays sur Roma construit avec nos impôts. Pays fort et juste. Un pays écoliers étudieront en cours en métro. Les employés iront au boulot en hélico. Et Prévi, Yogo Abevi, Caporal Wisdom. En featuring avec le Saint-Esprit. Everlasting music.
Please, God, never stop my music. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I said, j'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau, avec des gratte-ciels, des routes et des caniveaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays où le plus pauvre ira à moto, le moins pauvre à 2 chevaux. Un pays où les villages les plus reculés aussi ont accès à l'électricité, à l'eau, avec des écoles et des hôpitaux. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays où écoliers et étudiants iront au cours en métro. Les employés, eux, iront au boulot en hélico. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays fort, enviable et costaud. Car demain, il fera beau sur les grandes routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les routes. Demain, I say I have a dream. Demain, il fera beau sur les routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les chemins. L'école primaire, aujourd'hui gratuite, verra ses écoliers devenir des collégiens. Collégiens en lycée, des lycéens qui deviendront des étudiants. Étudiants diplômés, diplômés en employés. Des employés bien payés, le chômage n'aura plus sa place sur la terre de mes aïeux. Ah oui, demain, il n'y aura plus de différence de classe sociale, de race, d'ethnie, ni de religion. Demain, tous les fils de ma nation se donneront la main et diront enfin, ah oui, le destin et l'avenir de ce pays nous appartient. Ah oui, demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les routes. Demain, les Kwebi iront à de Viga pour Aluitor. I have a dream. I have a dream. I say I have a dream. Demain, il fera beau sur les routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les chemins. Ne brisez pas mon rêve, ah oui, j'ai fait un rêve. Solidarité, Patrick Tomechi, fraternité, unité, c'est ce que j'ai vu dans mon rêve. J'ai Emmanuel Adebayo, Novi Silele, Novi Wawa, Nti Fafa, Yemko Letronyame, Brice ACD, Kefo Production, Kinjo, Aimé Salon de Beauté, c'est quoi vos rêves? Demain, il fera beau sur les routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les chemins. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.